Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Gatemery et je suis Anne Gersard, sa fondatrice. L'intention de ce podcast est de challenger notre définition de la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, j'invite des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs. Et leur point commun, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, je vais décrypter l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leurs prises de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur carrière. Mon objectif est de vous nourrir de ces parcours de vie pour que vous puissiez à votre tour inventer votre propre réussite. Si ma démarche vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Mettez-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou bien partagez le podcast à vos amis sur les réseaux sociaux. Bref, chaque geste compte et ça me donnera un gros coup de boost. Allez hop, je laisse place à l'épisode de la semaine. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Steve Ongponou. Alors, Steve a de nombreuses casquettes. Il est influenceur et ambassadeur d'Instagram. Il a créé une marque de vêtements et d'accessoires Black Hats Paris. Il est coach et tout récemment, il a sorti son livre qui s'intitule « J'avais toutes les excuses ». Steve a une histoire particulière. Né au Bénin, il vient en France à 14 ans après avoir été repéré par des promoteurs de football. Mais lors d'un entraînement, il subit un accident qui va l'immobiliser pendant plus de 2 ans. Il replonge dans sa passion première, qui est la mode, et va travailler dans le luxe pendant 7 ans, non sans galère. Dans cet épisode, Steve se livre sur comment il a surmonté son handicap. Il revient sur ses succès, mais surtout ses difficultés pendant ses années en entreprise. Il nous dévoile les coulisses de son nouveau livre. Et bien sûr, en tant qu'ambassadeur Instagram, je lui ai demandé quelques tips pour sortir du lot. J'ai beaucoup aimé l'optimisme, le dynamisme et le courage de Steve. J'ai passé un excellent moment avec lui, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Steve Ongponou. Bonjour Steve. Bonjour Edgar. Je suis super contente. Moi aussi. De te recevoir ici pour enregistrer cet épisode. Merci beaucoup pour ton temps. C'est moi qui te remercie de m'inviter. Je t'en prie. Alors, tu es né au Bénin. Tu as été repéré pour poursuivre une carrière dans le foot. Et à l'âge de 14 ans, tu as eu un accident qui a changé le cours de ta vie. Est-ce que tu pourrais me décrire ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là ? On va tout de suite dans le vif du sujet, c'est voilà. Direct. Écoute, beaucoup de choses se sont passées à ce moment-là. En fait, déjà quand tu viens pour vivre tes rêves et qu'on te dit que tu ne vas pas les vivre, donc une déception, une colère. Et tu te dis pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive ? Et beaucoup de colère, beaucoup de déception, mais en même temps de l'espoir parce que j'ai mes parents qui m'ont dit de croire en moi. Est-ce que tu peux décrire cet accident, ce que c'était, comment ça s'est passé et la suite en fait ? Donc j'étais en centre de formation en fait, j'étais à Auxerre en fait, j'étais en train de faire des détections pour en tout cas intégrer et faire partie des personnes retenues. Et en fait lors de ce test, je me fais tacler violemment, je tombe au niveau de ma hanche et donc j'ai un accident. En termes de sensation, c'est comme je dis, c'est un peu comme si vous avez un verre qui se brise. En tout cas, c'est l'impression que vous avez à l'intérieur de votre corps. En fait, tu sens des brisures à l'intérieur de toi. C'est très douloureux. Et donc, les médecins me disent que je ne peux plus jamais marcher. Donc, au début, tu as un médecin qui le dit. On va avoir 2 chirurgiens, 3, 4, 10. Et puis, finalement, tu as le plus grand des chirurgiens à l'époque, en tout cas, à la Pitié-Salpêtrière, qui te dit, non, en fait, vraiment, il dit à tes parents, tu ne pourras plus remarcher. Il faut savoir qu'en fait, je souffre. Je dis toujours le gène, donc ça s'appelle un gène HLA-B27. Donc en fait le gène HLA-B27 ça déclenche plusieurs maladies rhumatismales. Donc moi ça a déclenché ce qu'on appelle la spondylarthrite ankylosante. La spondylarthrite ankylosante c'est une maladie qui va toucher la colonne vertébrale ou les hanches, en tout cas des articulations à des parties importantes de ton corps. Donc forcément quand tu as ta colonne vertébrale ou ta hanche qui est touchée, après c'est difficile pour toi en tout cas de pouvoir tenir debout. Et ça, du coup, c'est à 14 ans. Tu sais, on parle souvent des 5 phases du deuil, qui sont un peu les 5 phases de crise, en fait. Le déni, la colère, t'en as un peu parlé. Pour toi, comment ça s'est passé? Combien de temps ça a duré? Est-ce qu'il y a une étape qui a été plus longue que l'autre? En fait, pour moi, dans un premier temps, c'était une déception, mais en fait, c'était un sentiment d'espoir. Ça a duré 6 mois où, en fait, dès que je me suis fait opérer, donc j'ai 2 prothèses de hanche, 2 prothèses totales de hanche, dès que je me suis fait opérer et que j'ai intégré mon centre de rééducation,
j'avais cet espoir où je disais que je suis là pour être guéri et pour repartir jouer au football. Donc il y a un peu un déni où tu te dis que ça va aller, même si les médecins ils sont pessimistes, toi tu y crois parce que ton père a dit crois-y. Ce que j'allais te demander, c'est que tu as passé 6 mois et ensuite tu avais cet espoir-là. L'espoir-là, d'où il vient? Comment il s'est nourri? En fait, cet espoir vient de mes parents. Enfin, moi, j'ai mon père qui est né, qui a grandi au Bénin. Mon grand-père, il est pêcheur. Mon père, il vient d'un milieu vraiment très très pauvre. Et en fait, il est parti du sud du Bénin il a marché pour aller dans la capitale. Donc, il avait même pas l'argent pour prendre un taxi ou pour prendre un bus. Donc, il a marché pour intégrer la capitale parce que à l'époque avant, c'était Cotonou, avant que ça soit Porto Novo. Donc, à l'époque, oui, ils vivent dans la capitale. En tout cas, travaillent dans la capitale. T'as beaucoup plus d'opportunités. Donc, en fait, il est venu là. Et en fait, mes parents, ils ont eu beaucoup de mal. Ma mère, elle est orpheline très tôt à 12 ans. Elle va se nourrir dans les poubelles de son village aussi. Pour eux, en fait, on a grandi avec cette éducation où oui c'est dur, oui c'est pas facile, mais en tout cas faut se battre pour pouvoir y arriver, tu vois. Donc quand mon père il me dit écoute, oui c'est vrai que c'est pas facile, mais tu vas marcher comme tout le monde. T'as 8 grands frères et sœurs qui marchent, y a pas de raison que tu marches pas. T'as l'autorité parentale, t'as envie de les croire et tu te dis ok ça va aller, je vais marcher. Ouais, c'est eux vraiment qui t'ont mis mais clairement ce message dans la tête et du coup t'y tenais clairement oui, ils sont très dans le mindset, très dans l'optimisme et ils m'ont mis en fait en tête que ça allait marcher. Donc c'est vrai que quand je suis rentré dans le centre de rééducation, pour moi il n'y a pas de sujet, quoi. Ouais, voilà, mon père, il a raison, ma mère, elle a raison, je vais marcher. Comment était ton enfance au Bénin? Enfin, je sais que t'es d'une fratrie de 9 enfants. Oui. Et t'es le dernier. Oui. Comment était ton enfance? Enfance heureuse, hein. Ouais. Enfance très heureuse. Donc, en fait, finalement, mes parents, ils ont eu beaucoup de difficultés jusqu'à ce que moi je naisse. D'ailleurs, mon prénom béninois, ça s'appelle Seignois, ça veut dire chanceux. Et moi, je dis aux gens qui nous écoutent, c'est important de donner des prénoms à des enfants parce que je pense que ça les accompagne. J'estime que je suis chanceux parce qu'en fait, moi, quand je suis né, ils ont commencé à avoir les moyens, donc j'ai eu une. C'est toi le. Oui, bonheur. Exactement. J'ai peut-être, je sais pas, mais en tout cas, par rapport à mes frères et sœurs qui ont galéré, qui allaient marcher pour aller chercher de l'eau. Enfin, moi, j'ai connu l'eau potable, le robinet. Enfin, c'est des petits détails, mais eux, quand ils m'expliquent ça, c'était un truc de dingue pour eux, tu vois. Donc, moi, j'ai une enfance heureuse, en tout cas dans ma famille, qui, j'étais le petit dernier. Une différence aussi, même s'ils ne me montraient pas, mais ils me chouchoutaient énormément, ils prenaient bien soin de moi. Après, à l'école, c'était très compliqué avec les enfants qui sont méchants, qui m'appelaient à Dropo. Donc, du coup, c'est lézard en fond, de par ma façon de marcher, qui se moquaient de moi. Donc c'est vrai que il y avait un contraste où j'étais pas bien avec mes camarades de classe, mais où j'étais bien avec ma famille. Et ça, quand par exemple t'es à l'école, et on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de moqueries à l'école, etc. Toi, comment tu réagissais face à ça par rapport à tes camarades? Est-ce que t'en parlais déjà à tes parents quand tu rentrais, ou est-ce que tu le gardais pour toi et tu te disais ça va aller, chez moi au moins je suis bien? J'en parle encore de façon beaucoup plus poussée dans le livre. C'est vrai qu'à l'époque, non, j'en ai jamais parlé à mes parents parce que déjà, je viens d'une famille africaine, je viens d'une famille fière, on dit pas les choses, on garde pour soi, tu vois. Donc, je voulais pas faire du mal à mes parents, je voulais pas les blesser, je voulais pas leur ajouter d'autres soucis, donc je voulais pas leur en parler. Mais en fait, j'ai eu de la chance et j'en parle. C'est ma sœur Corinne. En fait, une fois, elle est tombée sur une conversation. En fait, mon père, il avait un poste important en fait au Bénin et donc du coup, pour les gens qui connaissent pas l'Afrique, quand vous êtes dans la même école, il faut inviter les enfants de ton responsable hiérarchique. C'est comme ça que ça se fait en fait, tu vois. Donc moi, je suis invité à un anniversaire. Et en fait l'enfant en fait il m'invite mais il m'a invité parce que il est forcé quoi. Voilà, il est forcé, tu vois, c'était pas pour m'inviter qu'il voulait m'inviter, donc il m'appelle à Dropo et du coup ma sœur elle entend, elle décroche l'autre combiné, elle entend et donc du coup c'est comme ça qu'elle a été alertée et du coup ma sœur elle m'a beaucoup protégée, elle a été taper cet enfant à l'école et plein d'autres choses que je raconte dans le livre. Oui, bien sûr le livre, faut aller le lire, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Voilà. Et ok. Et cette passion pour le foot, elle vient d'où? Tu vois, parce qu'à la base c'est ça en fait. Oui. À la base t'es venu à Paris, t'es venu en France pour poursuivre ta carrière dans le foot. D'où ça te vient? En fait, cette passion, c'est comme tout enfant. Je pense que tout enfant en Afrique, on a très peu de. Enfin, l'Afrique, c'est un super continent. J'invite les gens à y aller. Mais en tout cas, moi, je dis dans les années 90, on a très peu de
De loisirs? Ouais, on a très peu de loisirs. Enfin, nous, c'était plutôt mange bien, travailler à l'école et voilà, tu vois. Et en fait, les loisirs qu'il y avait à côté, c'était plutôt le foot. Il y avait le foot, en tout cas le seul échappatoire. Et à l'époque, t'avais la Coupe d'Afrique, donc je me souviens, il y avait Roger Mila. C'était les matchs que je regardais avec mes parents, avec nous tous. En fait, on regardait ça avec mon père et mes frères et sœurs et ma mère aussi. Donc, tu te mets à rêver. Enfin, personne croit au Cameroun. Enfin, ils vont en huitième de finale, ils font des grands matchs et donc du coup, t'as tout un continent qui y croit. Donc, forcément, c'est quelque chose qui te fait rêver. Inconsciemment, en tant qu'enfant, tu te dis, en fait, oui, j'ai envie d'être comme lui, j'ai envie d'être un modèle. Et après, en fait, je jouais au football, j'avais ce don-là, tu vois. Je voulais pas spécialement en faire mon métier, jusqu'à ce que en fait des recruteurs me découvrent et qu'eux ils disent à mes parents, il a vraiment un don, c'est pas comme tous les enfants que vous voyez, il faudrait faire quelque chose. Et c'est marrant parce que malgré ma maladie, en tout cas, j'avais ce don-là. Oui. Et du coup, quand malheureusement t'as cet accident-là, ce rêve-là se brise. Oui. Qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, ce qui se passe aussi, c'est que ma mère, elle était couturière à l'époque. Après, elle a commencé à vendre du wax. Enfin, maintenant, c'est ce qu'elle fait. Mais à l'époque, en fait, elle faisait de la couture. Donc, en fait, elle prenait les pagnes wax des voisins, ou de ses clients, et elle leur faisait des tenues. Et donc, moi, je récupérais les chutes de ces tissus-là et j'en faisais des habits pour les poupées de mes sœurs. Donc, j'avais déjà ce petit truc, tu vois, où mais sans l'intellectualiser. Quoi. Exactement. Ouais. Mais mon père, il voulait pas trop que je fasse ça parce que pour lui, c'était pas assez viril, c'était voilà, enfin en tout cas l'homme il va travailler, il va faire des choses d'homme, enfin en guillemets quand je dis des choses d'homme, et t'as voilà tout ce qui est mode etc, c'est pas pour les hommes, donc il voulait pas trop. Et en fait quand je vais en centre de rééducation, ma mère en fait elle m'achète un magazine. Et dans ce magazine, on parle d'Yves Saint-Laurent. Et donc, ça a été le déclencheur. En fait, je lis le magazine, je vois que Yves Saint-Laurent, il travaille avec Rebecca Ayoko, la première noire mannequin qui était sa muse. Au début, je savais pas que j'étais noire, moi, quand je viens en France. Pour moi, j'étais comme tout le monde. Voilà. Donc, je découvre que, déjà, il faut avoir de l'audace pour faire des défilés noirs. Je découvre que la première personne à faire ça. Donc, en fait, je me prends, en tout cas, j'ai de l'empathie pour ce monsieur. Je dis, waouh, c'est dingue ce qu'il fait. En tout cas, il bouscule les codes. Et donc, du coup, je dis à tout le monde, non seulement il fait ça, en plus, il est talentueux. Et il a un modèle. Enfin, voilà, t'as le modèle Pierre Berger, Yves Saint-Laurent. C'était le couple dans la mode parfait. Enfin, l'autre en finance, businessman vraiment très fort. Et l'autre vraiment côté créatif. Et inconsciemment, en fait, je commence à feuilleter ces magazines-là. Je demande à ma mère de me racheter d'autres magazines où on parle de Saint-Laurent. Et c'est comme ça que je nourris la passion pour la mode. Et je me dis, en fait, je vais être le prochain. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais à l'époque, je disais, je vais être le prochain Saint-Laurent noir. Génial. Et à cette époque, t'avais quel âge? J'avais 14 ans. C'était au tout début. C'était au tout début, en fait. En fait, si tu veux, vu que mes parents, ils étaient tristes pour moi, je pense que, en fait, ils me ramenaient des magazines, ils me ramenaient des petits cadeaux tout le temps dès qu'ils venaient me rendre visite pour que tu t'évades. Exactement. Donc je pense qu'à force de ramener des choses, en fait, il y a une idée, tiens, on va lui ramener un magazine, un petit truc pour qu'il s'évade, et voilà, je suis tombé sur ça. OK. Et donc à 14 ans, t'avais en tête, je veux faire de la mode. C'était à 14 ans et demi, ouais, à peu près, tu vois, je me dis, en fait, si tu veux, à partir du moment où, je suis en centre de rééducation, j'essaye. À un moment, tu te rends compte, tu te dis, c'est bon, là, le foot, c'est mort, on peut plus faire. Tu te dis, OK, en fait, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Hop, passion de la mode. Et donc, tes études, tu les diriges vers ça? C'est ça? Oui et non. En fait, mes études, à l'époque, je poursuis mes études, donc je passe 2 ans, donc du coup, en centre de rééducation. Donc du coup, je vais au lycée et en fait, mon père, en fait, il avait son entreprise à la fin de sa carrière. Il a fini, après il a créé une entreprise, tu vois, d'import-export. Donc en fait, pour lui, il fallait que je rentre pour m'occuper de ces entreprises. Sachant que voilà, mes frères, en tout cas, ils voulaient pas, donc le seul espoir était fondé sur moi. Et donc je me dis que je vais faire un DUT en gestion d'entreprise pour pouvoir gérer une entreprise. En fait, je vais à l'IUT de Bretigny. Mais c'est pas j'ai mon DUT, mais c'est pas ce qui me plaît, tu vois. C'est pas ta fibre, toi. Voilà, c'est pas ma fibre. Et ensuite je passe des concours pour intégrer l'université de Cambridge. Et donc je fais un bachelor en management, et ça j'ai adoré parce que pour moi, je pense que déjà la façon de travailler anglo-saxonne, elle est totalement différente. Et j'ai eu d'autres difficultés dont je parle dans le livre aussi, qui font que je rentre en France, et donc du coup Exemple. Faut acheter le livre. Oui, bien sûr, les gens vont l'acheter, mais c'est juste, qu'est-ce qui t'a fait rentrer à Paris? Non, en fait, c'est que, comme je suis quelqu'un qui suis têtu, qui ne veut faire qu'à sa façon, en fait, à Cambridge, je me mets à jouer au football.
Parce que je reprends le football. Voilà, je récidive, je reprends le football. En fait, pour rentrer chez moi tous les jours, il y a un centre de formation, enfin non, pas un centre de formation. Il y a un centre d'entraînement qui est juste à côté où en fait t'as les gens du campus qui jouent au football. Donc je m'arrête, c'est ma passion. Je m'arrête, je les regarde jouer, je commence à parler avec l'entraîneur, avec les personnes, jusqu'à ce qu'il y ait un désistement et donc du coup je prends la place de cette personne-là, je me mets à jouer et sauf que OK, je peux jouer un match peut-être, mais jouer toute une saison, je ne peux pas en fait. Et donc du coup rebelote en fait, j'ai des difficultés, je rentre en France et j'adore tellement la France parce que si j'avais pas la France, je serais handicapé dans un fauteuil, je sais pas où aujourd'hui, tu vois. Du coup, ils arrivent à me soigner, je me rends compte vraiment que là, j'étais inconscient et puis le médecin me dit en fait la prochaine fois que tu rejoueras au football, c'est sûr, il y aura plus d'autres miracles. Donc c'est vrai que aujourd'hui, même quand mes copains ils m'appellent à faire un five ou quoi, je leur dis mais les gars non je peux pas, je peux plus là aujourd'hui. Et donc en fait c'est pour ça, donc je reste en fait. Et au début quand je suis parti à Cambridge, je parlais pas anglais. J'avais une copine à l'époque et en fait mon ex, elle m'emmène à l'hôpital, elle explique un petit peu tout ce que j'ai et en fait là. Ils essaient de me soigner, mais c'était pas fluide et plus, le système la barrière de la langue aussi. La barrière de la langue, pour se faire soigner en Angleterre, c'est très cher. Donc, pour ma santé, il fallait mieux que je revienne faire mes études en France. Et je voulais faire une école de mode, mais mon père, il voulait pas. Donc, je me suis dit, ok, quel va être le meilleur moyen de me rapprocher? Ça va être faire une école de commerce en marketing du luxe. Parce que je savais que les métiers du marketing dans le luxe, c'était les métiers de la mode. C'était, tu vois, acheteur, chef de produit, etc. Et c'est pour ça que je fais un master 2 en marketing du luxe à l'ISC, l'Institut supérieur de commerce dans le 17e. Donc après, je travaille dans la mode, donc je travaille chez... Ça se passe plutôt bien parce que ça se passe même très bien au début. En fait, je suis recruté par une personne qui me fait confiance, même si en termes de... Tu faisais quoi quand t'es rentré? J'étais chef de produit joaillerie. Donc en gros, en fait, ce que je faisais, c'est que je travaillais sur la conception des articles de joaillerie et sur le marketing, comment le marketer pour vendre au maximum, tu vois. Et ça se passe bien, sauf que, tu sais, elle a une grosse pression dessus d'elle. Et en fait, elle avait sa boss qui est revenue. Enfin, elle m'a recruté pendant que sa boss n'était pas là. Et en fait, quand sa boss vient, c'est le diable s'habille en Prada, tu vois, la dame. Le cliché, quoi. Ouais, c'est le vrai cliché. Il y a beaucoup de clichés dans la mode. Il y a ce genre de profil, tu vois. Et donc, ça se passe très mal. Et moi, j'ai mon père qui m'a toujours dit, il vaut mieux mieux mourir debout que vivre à genoux. Et en fait, j'ai cette phrase-là, ça se passe pas bien, je m'en vais. Et en fait, c'est une des premières leçons que j'ai dit aux gens. En fait, faut pas partir comme ça. Après, faut prendre sur soi, parce que j'ai une traversée du désert. Je passe un an en galère. Donc t'as quitté sans rien derrière, sans chômage, sans rien. Exactement, rien. Okay. Rien. Je quitte comme ça, sans rien. Et quand tu démissionnes alors que t'as un CDI, c'est chaud, quoi. Ouais. Donc rappel. Voilà, tu vois. En plus, à l'époque, je disais en fait, quand j'ai fini mes études, de ma promotion, j'étais payé 3500 € net pour mon premier job. C'était un truc de dingue à cette époque, tu vois. Donc j'ai le meilleur salaire de ma promotion. Je suis noir. Je savais très bien que j'étais noir. Je suis un peu dans un rêve en disant, ok, c'est bon, t'es le meilleur, on va te prendre, y a pas de souci. Ouais. Et je passe des entretiens, mais je me prends des claques, Et pour quelle raison? La première chose, c'est que tu vois, quand tu démissionnes et que tu dis, en fait, ça se passait pas bien, en fait, avec la directrice marketing et je suis parti. L'idée, en fait, c'est pas toi, en fait, c'est pas elle le problème. Les gens te disent que c'est toi le problème, en fait, parce que tu viens de commencer ta carrière. Et sinon, quand tu découvres que, en fait, c'est pas le bon discours à sortir, que tu commences à envoyer des CV et qu'on appelle et qu'on dise, ah non, lui, faut surtout pas le prendre, en fait, c'était ça. Ah oui, en fait. Ils ont fait ça derrière. Oui, ils ont fait ça derrière aussi. Et, je les remercie, parce que je serais pas là où je suis aujourd'hui s'ils avaient pas fait tout ça. Donc, moi, je suis content qu'ils aient fait ça, finalement, avec le recul. Mais tu vois, en fait, c'était ça qui faisait que cette traversée du désert, elle a duré combien de temps? Ça a duré 1 an. Ça a duré vraiment 6 mois où c'était très 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 compliqué. J'avais même pas de quoi manger en fait à un moment. Si je demandais, je tiens à préciser parce que papa elle a dit si tu me demandais je t'aurais donné, mais je sais très bien. Mais t'as pas demandé? Non, je voulais pas. Je voulais pas parce que j'ai fait une bêtise et il fallait que j'assume, tu vois. Même si mes parents viennent de milieux très aisés en fait au Bénin, c'est pas pareil en France. Oui, bien sûr. Je voulais pas leur ajouter ça. Donc, j'ai galéré. En fait, j'ai eu de la chance. En fait, si tu veux, mon déclic, c'est ma tante
ma tante qui me donne 10 euros. En fait, un jour, elle me voit dans la rue, je errais comme une âme en peine. Enfin, j'envoie des CV toute la journée. Enfin, t'étais jeune, non? T'avais 20... J'avais, je sais plus, j'avais 25, un truc comme ça, en fait. Et donc, du coup, en fait, je marche dans la rue. En fait, d'habitude, je suis quelqu'un, j'ai toujours la pêche. Et ma tante, elle me voit. Ma tante, je la vois jamais, d'habitude. Enfin, à chaque fois que je la vois, c'est ou chez mes parents. Voilà, tu vois. Dans la rue, quoi. Dans la rue, c'est très rare. En fait, elle allait faire du ménage à Levallois-Perret. Et du coup, je la vois et elle me dit, on parle avec elle. Et après, elle voit que ça va pas. Je ne lui dis rien. Après, je lui dis, bon, à bientôt. Je marche, elle me rappelle, elle me donne 10 euros. Et je me dis, en fait, ta tante qui galère, qui se bat, en fait, pour nourrir sa famille et tout, qui élève ses enfants, elle te donne 10 euros pour que toi, tu puisses manger. Et toi, en fait, t'as fait des études, t'as pas le droit, en fait. Et c'est là le déclic, je me dis en fait non, plus jamais, je peux pas vivre comme ça, tu vois. Et donc je refais d'autres études en me disant, mon père me disait toujours, faut que tu fasses la finance, il y a du boulot en finance. Et je me suis dit en fait, si je fais de la finance, fameux modèle Pierre Berger, je vais avoir le côté marketing, le côté création et le côté finance, et je vais pouvoir gérer tout seul. Et c'est comme ça qu'en fait je fais mon MBA en finance à l'IEG. Du coup, carrière se lance après ce MBA. Et donc là tu trouves du travail sans problème. Je trouve avec d'autres entreprises. Après, tu fais d'autres entreprises et ensuite t'intègres une grande maison de luxe. Voilà, j'intègre cette maison. Dans laquelle tu restes pendant près de 4 ans. 4 ans, pardon. Oui, 4 ans. En fait, je reste 7 ans dans le luxe. Donc en fait, je rentre chez moi. Si tu veux, j'ai fait des études en finance, mais en fait, en France, on te met dans des cases. Quand tu as travaillé dans le luxe, quand tu as travaillé en marketing, il faut que tu restes dans ce domaine-là, même si tu as fait d'autres études, en fait, parce que tu as ta spécialisation qui est dans ça. Du coup, en fait, je rentre dans cette maison, ça se passe pas très bien avec les équipes. Enfin, en fait, je suis manager. J'ai une équipe qui est beaucoup plus âgée que moi. En fait, ils comprennent pas que quelqu'un plus jeune ait ce poste-là. Beaucoup de gens briguaient ce poste-là, mais moi, je l'ai eu, donc ça se passe plus ou moins bien. J'ai réussi en fait quand même à gérer, sauf qu'en fait, ma N+2 à l'époque, chez qui va être ma N+1 chez... Ah, c'est marrant. Voilà, c'est la même en fait. C'est la même qui part ensuite. Okay, vous partez ensemble, quoi. En fait, moi, avec ma boss, ça se passe pas bien. Donc, elle me licencie. Donc, du coup, tu pars. Voilà, je pars. Je pars et j'ai de la chance parce que, en fait, j'avais rencontré une chasseuse de tête qui m'a retrouvé un autre emploi. Et après, je reste dans cette entreprise-là et je postule pour un autre emploi. Et donc, du coup, je rentre En fait, je rentre en tant que premier vendeur. Premier vendeur, c'est quoi? Le premier vendeur, c'est, en gros, c'est superviseur, c'est manager de magasin? Non, en fait, t'as vendeur, donc celui qui va vendre, et t'as le manager des vendeurs, celui, en fait, il va dire aux vendeurs exactement quoi faire. Leurs objectifs, leurs trucs. Okay. Pas forcément. Non, en fait, c'est qu'il va leur dire, OK, toi, tu restes à la porte pour accueillir les personnes. Toi, tu vas gérer le stock. Tu vas t'assurer du coup, il manage, quoi. Voilà, il manage, voilà. Après, tu as le directeur adjoint. Donc, du coup, c'est lui qui va donner les objectifs qu'il va manager. T'as le directeur qui va manager tout ce pôle-là. Tu vois, d'accord, en fait, ok, très bien. C'est ça donc, du coup, en fait, voilà, je monte les échelons petit à petit. Et donc en fait, je finis directeur commercial à la fin. Il faut savoir qu'en fait, dans le monde du luxe, normalement, tu restes 2 ans à un poste, tu vois, enfin pas un gros poste, ta responsabilité, tu restes 2 ans. Et après, tu vas dans une entreprise, tu restes 2 ans encore. La moyenne, 2 à 3 ans. Sûr, oui. Pardon, et tu reviens encore dans l'autre entreprise. Et donc, en fait, moi, je reste 4 ans dans cette entreprise. Et au bout de la 4e année, j'ai mon ancienne boss qui est débauchée, qui vient, déjà, on part sur de mauvaises bases parce qu'elle m'avait licencié. J'avais une rancœur contre elle. On s'appréciait pas Ouais. Et ça, c'est très complexe, mais j'avoue. Quand cette personne-là est revenue dans l'entreprise et que vous avez eu un antécédent avant, je pense que ça peut arriver à plein de personnes. Ouais. Comment tu gères ça au départ? Est-ce que vous en parlez tous les deux? Est-ce que vous faites comme si de rien n'était? Vous avancez? Comment ça? En fait, on en parle. Elle vient me voir parce que, à l'époque, je sors de 4 saisons où j'ai tous les meilleurs indicateurs de vente. Donc, j'ai le meilleur panier moyen. Enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu, le meilleur indice de vente. J'ai créé une académie. Au passage, j'étais au Printemps du Louvre. J'étais au Printemps du Louvre. En fait, dans ma boutique, j'ai formé les meilleurs vendeurs de tous les points de vente. En fait, je formais des vendeurs qui étaient les meilleurs qu'on allait mettre dans toutes les boutiques. Toutes les boutiques en Europe venaient dans cette boutique voir comment je faisais pour intégrer best practice, quoi, exactement dans leur pays. Donc tout le monde me connaît en fait. Et puis j'étais le plus jeune directeur et le premier noir qui avait ce poste de direction en fait. Donc du coup dans le luxe. Donc j'étais connu en fait. Donc quand elle vient, elle peut pas rentrer en clash avec moi parce que j'avais la confiance des présidents internationaux, etc. Donc en fait elle me dit oui, on est parti sur des mauvaises bases. T'étais jeune, mais moi je vais travailler avec toi. Enfin bref, elle me sort un pitch. Moi je lui dis tout de suite, moi j'ai pas envie de travailler avec vous. T'es pas commode toi? Ah oui, moi je lui dis, moi j'ai pas envie de travailler avec vous. J'ai pas oublié ce que vous m'avez fait. Je vais faire mon boulot, mais je vais faire mon boulot, mais voilà, ça sera pas. Je me battrai pas pour vous comme je me battrai comme je me suis battu pour mes autres N+1. Oui. Donc, du coup, en fait, on continue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que
avant qu'elle vienne, j'avais assuré l'intérim de son poste. D'accord. Parce ils m'ont dit, en fait, tu assures l'intérim, si ça se passe bien, on va te donner le poste, sauf que c'était pas vrai. Donc, en fait, j'étais dans une liste qu'on appelle le corporate. Ok. C'est que t'as le président en fait d'Europe qui envoie des mails avec des objectifs pour chaque marché, et du coup en fait moi je suis dans cette liste là pour avoir les objectifs. D'accord. Sauf que quand elle est venue, elle a repris ce poste là, et donc moi je devais passer à un niveau en dessous. Oui. Et j'étais plus censé avoir cette liste là, sauf qu'ils ont pas mis à jour leur liste, donc en fait je recevais tous les objectifs. Donc elle m'envoyait en fait aux responsables de chaque marché en disant ok, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, et moi je lui faisais un rapport, et en fait elle prenait mon rapport, elle prenait pas le rapport de toutes les autres personnes, et elle envoyait, elle signait de son nom. Sauf que quand elle envoyait au corporate, moi je recevais les mails qu'elle envoyait, et donc du coup en fait c'était très frustrant de voir, t'as fait toute une analyse de son marché à elle, et elle signe de son nom, et sinon elle peut signer de son nom, mais elle dit pas ok, je remercie Steve qui me l'a fait. Donc déjà il y a cette frustration, tu vois, qui est très commune. Ouais, exactement. Malheureusement. Ouais, il y a cette frustration, et je me dis, c'est pas possible. Et donc, du coup, en fait, je me tue à la tâche, je continue mon job, et je me bats pour mes équipes. Mais je me dis, ça peut plus continuer, en fait. Et donc, en fait, il y avait l'ouverture du flagship, en fait, en Europe. Faut savoir que tu peux être directeur commercial. L'Europe, c'est quelque chose de différent, en fait, la boutique, en fait. Donc, du coup, ces boutiques, t'as Saint-Honoré, t'as Champs-Élysées. C'est des grosses boutiques qui sont un peu comme des grosses entreprises, en fait, où t'as 50, 100 personnes à manager. C'est des gros paquebots, tu vois. Donc, je postule pour ce poste-là, sachant qu'en fait, en postulant pour ce poste-là, je serai plus directement en contact avec elle, mais avec, oui, tu changes complètement d'identité. Voilà, exactement. Et, du coup, en fait, donc, qui est le plus grand point de vente d'Europe. Donc, en fait, en allant au siège pour faire un point, faire rencontrer une personne de mon équipe et faire un point avec elle, en fait, je passe dans le bureau et j'entends ouais, t'as vu Steve, il a postulé, il est marrant, lui, on va quand même pas mettre un noir à la tête de l'Europe. J'entends cette phrase et je me dis ok. Au début, je pensais que c'était ma personnalité qu'elle aimait pas, je ne pensais pas qu'elle était raciste en fait. Donc à ce moment-là, je me dis ok, en fait, c'est ça le problème qu'elle avait avec moi. Donc j'ouvre la porte avec les ressources humaines, je lui dis en fait j'ai entendu ce que vous avez dit. En plus c'était avec les RH. Oui, ouais, c'était avec les RH en fait qu'elle a dit ça, tu vois. J'ai entendu ce que vous avez dit, enfin OK, je comprends maintenant pourquoi vous ne voulez pas, parce qu'au début j'avais postulé déjà pour ce poste-là, ils voulaient pas une fois ils avaient dit non, 2 fois ils avaient dit non, ils ont pris une autre personne et elle dit non mais t'es d'accord, il faut quand même prendre un brun aux yeux bleus, un brun aux yeux verts, enfin voilà, quelqu'un comme ça plutôt qu'un noir. Et donc l'autre, la RH qui dit non mais je suis pas raciste, mon mec il est noir, j'ai 2 enfants métis, je dis justement tu devrais pas. Le fameux ami noir. Voilà, c'est ça, exactement, tu devrais pas dire ça, tu vois, et l'autre qui est choqué qui dit non mais t'as mal compris, etc. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit en fait non, je peux plus rester dans cette boîte. Bon, déjà ça se passait pas très bien avec elle, on avait pas mal de griffes, on s'entendait pas très bien, elle montait mes équipes contre moi, c'était très compliqué, et je me suis dit écoute, très toxique quoi. Ouais, très toxique, je peux pas continuer dans ce milieu-là, et c'est comme ça que j'ai pris la décision de me séparer. Là, tu pars de manière, tu pars pas comme avant. Non, je pars pas comme avant. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, c'est que t'as un job où c'est hyper prenant, t'as plein de prises de tête, mais aussi des moments hyper cool. Le jour où, en fait, t'arrêtes, le lendemain, tu fais quoi? En fait, c'est clair. Non, mais c'est une très bonne question. Ça, ce que je vais dire aux personnes qui nous écoutent, faut vraiment préparer quand vous voulez partir. En fait, si moi je peux donner un conseil, préparez votre départ, parce qu'en fait, dans un premier temps, après je vais te dire, je me suis pas du tout ennuyé, mais dans un premier temps, quand tu as un poste qui est très élevé, faut savoir que j'étais directeur France. Ça s'appelle Area Manager mon poste, mais j'étais directeur France. Donc je suis noir. Quand je vais dans mes différents points de vente, tout le monde me remarque. Donc en fait, j'avais beaucoup de pouvoir. Et dans le luxe, quand t'as le pouvoir à ce niveau-là, c'est pas mal, parce que t'as tout le monde qui te court après, tout le monde qui t'écrit, tout le monde qui te, en gros, t'es un peu le centre du monde. Ouais, t'es le centre du monde. Ouais. Donc du coup, en fait, quand tu te retrouves du jour au lendemain, t'as plus ce poste-là, t'es nobody. Ah ouais, t'es nobody. Et en fait, tu vois, une sélection se fait autour de toi. T'as des gens qui t'appelaient, qui prenaient tes nouvelles, ils prennent plus tes nouvelles parce que t'es plus rien. Tu vois? Mais c'est bien de le rappeler, ça. Ouais, t'es plus rien pour eux. En gros, c'est, en fait, et c'est là, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas toi, qu'ils aimaient. C'est ton poste. C'est la possibilité de ton réseau de les faire évoluer. C'est ça qu'ils aimaient. Donc, en fait, déjà, tu te retrouves avec une sélection. Mais après, ça te remet les pieds sur terre. Ouais, ça te remet les pieds sur terre, quoi. Ah oui. C'est pas mal. Oui, ça te remet les pieds sur terre. Ouais. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours été éduqué, mon grand-père, il est pêcheur, faut savoir que moi, quand je vais au Bénin,
bien, je vais dormir à même le sol avec ma grand-mère, tu vois. Et j'ai été toujours, pour moi, j'ai été éduqué à traiter les gens de la même façon. Donc c'est vrai qu'en fait, moi, les vigiles, je les checkais, je parlais avec eux, normal, et les personnes qui étaient au niveau, je parlais avec eux normalement aussi. En fait, donc du coup, en fait, j'ai ces vieux qui commencent à m'appeler, oh tiens, on n'a pas de nouvelles de toi, ça va, etc. Et d'autres personnes un peu plus haut qui demandaient pas de nouvelles. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant, j'ai cette histoire, je suis tombé sur un chapeau, le chapeau noir. J'allais te poser la question, donc vas-y, je t'en prie. Donc c'est ce chapeau, voilà, c'est ce chapeau noir qui a été le déclencheur de la personne que je suis aujourd'hui. Du coup, attends, tu sors tu sors de cette entreprise, donc. Après ma rupture, tu vois, j'ai décidé de partir loin, enfin en tout cas loin des paillettes, parce que j'étais dans le monde du luxe, donc j'étais beaucoup en contact avec. Tu te fais beaucoup d'amis, t'as beaucoup de réseaux, t'as beaucoup de personnes qui te contactent, et en fait j'ai décidé de partir à rue de la Santé. J'étais dans un studio, j'ai pris le temps de trouver ce studio qui était en face de la prison de la Santé. Et pourquoi je voulais... En fait, je voulais être en face de la prison en me disant, en fait, il y a des gens qui sont enfermés, qui ne peuvent pas vivre, qui ne peuvent rien faire. Et toi, en fait, t'es vivant, t'es en liberté, tu peux marcher. Donc, en fait, tu n'as pas le droit, il faut que tu réussisses ta vie. Et c'est pour ça que j'ai pris cet appartement-là, en me disant, voilà, ces personnes, elles sont enfermées et sont privées de toute liberté. Donc, toi, t'as cette chance d'avoir la liberté. Donc, tu peux faire beaucoup de choses de ta vie. Et donc, tous les jours, je me levais, je travaillais. En fait, ma fenêtre donnait sur la prison. Et dès que je voyais ça me filait un coup de boost pour pouvoir lancer mon projet. Et c'est ce que j'ai fait juste après être parti. Trop bien. Ce chapeau-là, dis-moi l'histoire. En fait, je sors de cette entreprise en 2016. Ok. En 2012, je tombe sur un chapeau, en fait, qui ressemblait à celui-là, qui me donne confiance en moi. Faut savoir parce que Steve a un chapeau devant moi. Exactement. J'ai toujours un chapeau noir. C'est ma marque de fabrique. Je crois que le jour où je meurs, on met le chapeau avec moi dans mon tombeau, tu vois. Bref, plus tard possible, j'espère. Oui, bien sûr. À 100 ans. En fait, je rentre dans une boutique et je tombe sur un chapeau et ce chapeau, ça a été le déclencheur. Je ne sais pas pourquoi. Quand je rentre, je me dis en fait, déjà la vendeuse me dit prenez ce chapeau, il va changer votre vie. Ah oui. Au début, je la crois pas. Je me dis, elle en marketing, elle est très très forte. Elle force un peu. Elle force un peu. Mais le chapeau, en fait, il était bien parce que moi, je voulais quelque chose qui allait attirer l'attention. Je suis toujours dans ce domaine de la mode, du style. Et je voulais quelque chose qui allait attirer l'attention sur la partie haute de mon corps plutôt que sur la partie basse. Parce qu'il faut savoir que avec mes 2 prothèses de hanche, je peux boiter, marcher d'une façon différente, etc. Donc, je voulais concentrer l'attention sur cette partie haute. Et donc j'achète ce chapeau finalement qui me donne confiance. Les gens ils commencent à me parler, les gens ils remarquent ma présence et donc du coup c'est vrai que je poste cette photo sur Instagram. Faut savoir qu'à l'époque en 2012 quand j'avais Instagram, j'étais au tout début, je suis un dinosaure d'Instagram. Je postais des photos d'architecture de mode qui fonctionnaient pas spécialement et je poste cette photo, elle est reprise par le Huffington Post, elle est reprise par plusieurs médias en disant Instagram le nouveau réseau social du beau, de l'image, voici des comptes à suivre, voici des profils à regarder. Donc du coup, cette photo, elle a eu un gros engouement, tu vois. Je reposte une photo le lendemain de moi sans le chapeau qui ne fonctionne pas du tout. Gros bide, ça voilà, gros bide. donc je me dis ok, c'est pas moi en fait que les gens aiment, c'est mon chapeau. Ouais. Et je refais un test une autre fois, je reposte une photo avec le chapeau qui refonctionne et donc du coup je commence à utiliser le chapeau, à marketer le chapeau. Et du coup en fait je crée une communauté sur Instagram en parlant de mon chapeau, en me mettant à nu en fait, à commencer à parler de ma maladie, de mes problèmes. Et entre temps aussi ils m'ont vu évoluer, ma communauté m'a vu évoluer, ils ont vu quand j'étais vendeur, ils m'ont vu passer à différentes étapes. Oui, à chaque fois tu partageais ton quotidien, etc. Exactement. Ouais. Et en fait, à un moment, ils me voient. À un moment, je leur dis. En fait, du coup, je les appelle mes black hats. Parce qu'en fait, à l'époque, on donnait des noms à notre communauté, etc. Et donc, du coup, ils me demandent où est-ce que je peux acheter ton chapeau. Il m'a donné confiance en moi. Je leur dis, écoute, moi, mon chapeau, c'est peut-être ça qui me donne confiance en moi, mais c'est peut-être autre chose qui va donner confiance en toi. Mais bon, si tu veux l'acheter, voilà, faut aller là, à tel endroit. À un moment, je me dis, en fait, t'es con. Pourquoi tu lances pas un business autour de ton chapeau? Parce qu'en fait, tu donnes plein d'adresses aux gens. Les gens, ça les aide. Mais toi, ça t'apporte rien, en fait. Donc, pourquoi tu fais pas quelque chose autour? Et donc, du coup, ça naît dans ma tête. Je me dis, je vais créer ma marque de chapeau. Et c'est ça, du coup, le Black Hats Paris. Exactement. Et c'est là, le début de Black Hats Paris, où je crée cette marque de chapeau-là. Et après, en fait, je diversifie parce que, pareil, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, une des clés, en fait, d'une entreprise qui marche, c'est savoir innover, diversifier. Donc, en fait, je peux pas faire que des chapeaux noirs. J'ai commencé à faire d'autres produits. Donc, aujourd'hui, il y a des vêtements, il y a des accessoires chez BHP. Ok, super. Tu en as parlé, t'es un dinosaure d'Instagram, effectivement, en 2012. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs, à moi, pour faire grandir et développer sa communauté sur Instagram? Quelques tips.
En fait, les gens me posent toujours cette question. Des grandes lignes. Hein, ouais, mais en fait, je vais pas être différent de plusieurs personnes. Si je te parle de grandes lignes, c'est comme tout le monde. Faudrait poster, faudrait avoir des valeurs. En fait, c'est au cas par cas. En me basant sur toi aujourd'hui, ce que je te dirais, c'est de te spécialiser sur une niche. Et c'est ce que tu fais déjà aujourd'hui, tu vois. Ce qui marche aujourd'hui, c'est l'authenticité. Et en fait, en plus de l'authenticité, c'est d'écouter ce que ta communauté veut et en fait, utiliser ce que ta communauté veut pour leur donner, à manger tout autour. Donc, ça va être vraiment une authenticité et se rapprocher des personnes qui t'écoutent. Donc, il y en a plusieurs. Le premier que je te donnerai aujourd'hui, ça serait d'aller voir les commentaires de ta communauté, de leur écrire, de demander pourquoi ces personnes-là te suivent et en fait, de créer, en fait, tout un feed, en tout cas, une identité visuelle, une identité de marque par rapport à ce qu'ils veulent. Il faut que ça soit dans ton sens aussi. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui fonctionne, en fait, c'est le fait d'être authentique, le fait de leur donner ce qu'ils veulent, mais de rajouter ta touche à toi qui va faire que ces personnes elles vont te suivre. Donc à chaque fois, je dis, connais ta cible, être authentique et apporter un facteur innovant. Et donc du coup, après, pour le facteur innovant, moi, je me prends la tête avec mes équipes et je me pose pour voir quel va être le facteur innovant. Après, ce que je vais te dire aussi, c'est de partir sur des blessures. T'as sûrement une blessure dans ta vie, tu vois, et moi, c'est une méthode, en tout cas, c'est ma méthode que j'ai développée, j'appelle ça la méthode SHK. C'est qu'en fait, jusqu'à 14 ans... C'est quoi SHK? SHK, en fait, c'est Succeed, Lead by Honor is the key. C'est ma méthode que j'ai lancée. Et en fait, c'est que, en fait, à partir d'un certain moment jusqu'à tes 14 ans, il y a un moment de ta vie qui a fait, où t'as été traumatisé, où t'as eu un problème avec ta famille, ou enfin, il y a un moment de ce moment-là qui a été déclencheur pour toi, qui a fait que t'es parti sur autre chose, ou que tu t'es renfermé sur toi. Et en fait, en travaillant sur ce moment-là, on va utiliser le point faible qu'on va transformer en point fort pour pouvoir travailler ton feed. Globalement, quand tu travailles sur une douleur, sur une faiblesse, sur un point que tu trouves négatif et que tu te bases sur ça, en fait, c'est là où tu crées une communauté tout autour et qui fait que tu peux avancer autour. Oui, parce que peut-être les personnes s'identifient ou... Exactement. Et donc, tu vois, moi, quand je parlais déjà de ce problème où, voilà, j'ai 2 prothèses de hanche, j'ai pas marché pendant 2 ans, au début, les gens ne savaient pas et quand j'en parlais, je me livrais, mais en fait, j'ai eu plein de témoignages, plein de messages de gens qui manquaient de confiance en eux, qui étaient pas bien, et aussi qui ont témoigné de ça avec moi, tu vois. Donc voilà, c'est ça. Ok. Et parfois, je me demande, tu vois, quand on est influenceur ou qu'on a une grosse communauté, etc., est-ce qu'il n'y a pas un côté pervers aussi où tu dois toujours obligé de t'exposer, de toujours répondre, t'es un peu esclave, entre guillemets, de ta communauté. Toi, comment tu vis ça? C'est une très bonne question. En fait, moi, chaque fois, je dis, quand je pose des choses, quand je poste sur Instagram, je le poste au début pour moi. Après, je le poste pour aider une personne. En fait, je le poste pas pour aider les 140 000 personnes que j'ai aujourd'hui, tu vois. Donc oui, tu peux être esclave parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te solliciter. Mais en fait, faut le faire par passion, faut le faire par amour. Donc en fait, à chaque fois, je dis si ça vous plaît pas, désabonnez-vous en fait. Enfin, on t'a pas payé pour me suivre. Oui, bien sûr. Et c'est ce que je dis au quotidien. On t'a pas payé pour me suivre. Tu me suis parce que t'as envie. Tu me suis parce que je t'apporte quelque chose. Et c'est pour ça. Il y a ce côté où en fait, t'as envie de donner énormément. Enfin voilà, faut savoir. En tout cas, faut savoir se protéger. Tu vois, typiquement, enfin moi, ma vie privée, on sait que je suis marié, on sait que j'ai un enfant. Gabriel, voilà. Mais Gabriel, on voit pas sa tête sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, ma compagne, on voit rarement sa tête sur les réseaux sociaux. Quand on voit, enfin en tout cas, on pourra pas vraiment différencier. En fait, j'ai ce côté où je protège ma vie vraiment privée, tu vois. Et voilà, ça va être d'autres choses. Ou sinon, typiquement, quand les gens m'écrivent et qui me donnent des conseils, donc du coup, en fait, qui me demandent des conseils, que je leur donne un conseil ou deux et qu'ils commencent à poursuivre, je leur dis, écoute, je suis désolé, en fait. Merci de t'intéresser à ce que je fais, mais je suis content que ça t'apporte de la valeur. Mais vraiment, si tu veux, en fait, je propose des offres de coaching, des offres de consulting. Tu vas sur mon site internet, t'écris à mon assistante, et mon assistante, elle va te répondre, tu vois. Oui, pour scaler, parce qu'en fait, même, en termes de temps, c'est hyper chronophage. Exactement, en fait. C'est très chronophage. Donc, je suis, en fait, je sélectionne quand je vois, en fait, tu t'arrives à savoir, quand tu vois qu'une personne, elle est mal dans sa peau, elle va se suicider, ou en tout cas, il faut vraiment que tu lui répondes, je vais répondre à cette personne-là. Et pour les autres personnes que je vois où voilà c'est pas vital, il y a ce message que je leur dis en leur demandant de m'envoyer un mail où on va être réactif, on va leur répondre au bout d'un certain moment. Je pense qu'il faut faire la part des choses et ça va être important. Ouais. Après, ce que je dis aussi, c'est que j'en parlais ce week-end, c'est que je prends j'ai décidé maintenant je prends une journée ou deux où je me coupe du téléphone, je regarde pas mon téléphone parce que j'ai besoin de ça aussi pour oui, non, mais complètement. Pour avancer. Et donc, tu as écrit un livre qui est passionnant, d'ailleurs, où C'est gentil, merci. Et où on parle un peu de tout ça.
Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre? Comment ça s'est passé, le processus d'écriture? Comment ça s'est passé, cette expérience ça tombe bien. Ça tombe bien ta question, parce que justement, c'était aussi par rapport à ces sollicitations que j'avais sur les réseaux sociaux, parce que faut savoir que je fais des conférences, que je fais du consulting, que je coach des personnes, et en fait déjà ce livre c'était aussi pour répondre à la plupart des questions à laquelle je répondais, tu vois, en disant ok, en fait il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de choses que je donne, dans le livre vous allez la voir. Et je voulais aussi surtout écrire ce livre-là pour mon fils, pour Gabriel, parce que je me dis qu'en fait pour moi toute personne, en tout cas, qui a des choses à partager, doit écrire un livre. Je voulais partager mon expérience, je voulais partager les difficultés. La vie, elle est dure. L'entrepreneuriat, c'est dur. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai envie que ça a été facile. Et en fait, c'est ce que je veux dire aux gens, c'est que, en fait, les gens sur Instagram, ils voient les belles choses, ils vont te voir en train de manger un homard dans un bel hôtel, mais c'est pas ça la vie. C'est ça. Le lendemain, tu peux te retrouver avec une galère, à travailler sur quelque chose. Enfin voilà, donc pour moi, c'était de montrer qu'en fait, il y a eu des hauts et des bas, et je pense qu'il y en aura encore, même si aujourd'hui j'ai plus les mêmes problématiques et que ça roule, mais il y en aura encore parce qu'en fait, quand t'as un rêve, tu vas avoir un autre rêve, quand t'as un rêve, tu vas avoir un autre rêve. Et avant d'avoir ces rêves-là, en fait, il y a une traversée du désert, tu vois. En fait, moi, ma marque, j'ai mis 2 ans, en fait, avant d'en vivre. J'ai galéré, j'ai perdu 100 000 euros, j'ai mis mes économies dedans, et voilà, c'est ce que j'apprends aujourd'hui à faire. Moi, j'ai une méthode, faut utiliser ma méthode qui est un ascenseur, plutôt que de prendre le temps de pouvoir faire les mêmes erreurs. Je leur dis, en fait, j'ai fait des erreurs, faut pas faire ces erreurs-là. J'ai escalé, j'ai fait des choses, je te montre vraiment comment faire pour pouvoir le faire, et c'était un petit peu le témoignage que je voulais faire dans ce livre-là. Maintenant, ce livre, c'est long à écrire un livre. Ouais, j'imagine. Le projet, il date de 2019. Donc là, tu vois. Ça va. Ouais, c'est vrai, ça va, il y en a qui... C'est vrai. Moi, ce que je fais, c'est que chaque année, je me donne toujours un focus. En me disant que le focus, ça va être ça cette année, le focus, ça va être ça cette année. En fait, et donc, du coup, en fait, mon focus pour 2020, c'était l'écriture de mon livre. En fait, à partir du moment où tu mets toute ton énergie dans un focus, je pense que ça fonctionne. Ouais. C'est ce que je dis aux personnes aujourd'hui. Quand tu mets ton énergie dans quelque chose et vraiment que dans ça, ça va fonctionner. Maintenant, si c'est un objectif parmi tant d'autres, non, ça fonctionnera pas, tu vois. Ouais. Et du coup, pour ça, est-ce que tu te mettais des plages, je spécule, est-ce que pour écrire ton livre, tu te mettais des plages horaires en mode, tous les week-ends, de, je sais pas, telle heure à telle heure, j'écris, ou est-ce que c'était par le flow, parce qu'il faut aussi de l'inspiration, un peu. Oui. Tu vois, l'écriture, c'est pas automatique, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, j'ai travaillé avec une psy pour écrire ce livre-là, tu vois. Donc, en fait, je vois une psy qui me posait des questions très profondes. Et en fait, en posant ces questions profondes-là, dès que je finissais ma séance avec elle, tu couchais, exactement, papier, parce que consciemment, en fait, j'ai fermé et là, je te rencontre, je rencontre d'autres personnes qui me posent des questions. En fait, il y avait des pages de ma vie que j'avais fermées, inconsciemment, parce que c'était des époques douloureuses de ma vie qu'il fallait que je me crée un autre mindset pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc en fait, avec ces psys qui me posaient ces questions, j'ai beaucoup pleuré, honnêtement. Et donc du coup, je notais en disant ok, ça c'était une phase vraiment difficile de ma vie. Est-ce que je le mets ou pas? Moi aussi, il faut que j'en parle parce qu'il faut que les gens ils sachent, tu vois. Cette période où en fait j'avais rien et que j'ai eu 10 euros qui a fait que j'ai pu acheter des œufs pour manger et que ensuite j'ai pu reprendre mes études, etc. Je pense que c'est bien de partager aux gens. Et c'est toutes ces étapes difficiles de ma vie que je voulais partager aux personnes. Et aussi en expliquant que oui, c'est pas parce que tu as eu des bons moments que ça va être tout le temps comme ça. C'est pas parce que tu as aussi que tu as subi le racisme. Ça a été dur, j'ai subi le racisme dans plusieurs entreprises, tu vois. Et je me suis pas dit mais c'est dur, les gens ils sont racistes. Non, j'ai avancé, j'ai utilisé des clés pour exactement. Et c'est ce que je montrais aux gens, c'est que faut pas te mettre sur la victimisation, et puis pas que des gens qui subissent le racisme, il y a d'autres personnes aussi que ce livre il va impacter, tu vois, dans l'entrepreneuriat, comment j'ai fait, des techniques un petit peu que j'ai utilisées pour pouvoir intégrer des points de vente. Tout ceci je voulais partager avec eux. Donc tout ça à retrouver du coup dans le livre. Exactement. Et en fait c'est surtout je l'ai écrit pour Gabriel et je me dis en fait je peux pas le garder que pour Gabriel, tu vois. Oui. C'est bien que je le fasse pour lui, j'ai dédicacé pour Gabriel, mais pour toute personne qui a des difficultés, il faut qu'elle y arrive. Et en fait aujourd'hui c'est ça mon combat. Mon combat c'est que en fait tout le monde n'est pas avec les mêmes cartes. T'as des gens qui vont avoir beaucoup plus de moyens que d'autres. Par contre, si tu meurs et que t'as pas fait en sorte de pouvoir réussir, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Parce qu'en fait, les opportunités, tu vas te les créer. Il y a plein de choses que tu peux faire pour pouvoir y arriver. C'est le message que je veux transmettre à travers ce livre. C'est bats-toi pour pouvoir y arriver. Super. On est sur une bonne transition vers les questions usuelles du podcast que j'appelle le Tamid Gatemeri. Okay. C'est une série de questions en fait que je pose à tous mes invités. J'adore. Pendant tes différentes transitions,
professionnelle ou personnelle, hein, parce que aussi devenir papa, devenir entrepreneur, etc. Quelle a été ta plus grande peur et comment tu as su la surmonter? En fait, j'ai envie de te partager 2 expériences. La première, c'est dans l'aventure entrepreneuriale, c'est en fait à un moment où tu as investi, tu crois un projet et que tu te retrouves, t'as pas d'argent, t'as plus d'argent en fait. Donc du coup, t'as plus d'argent pour lancer une collection, t'as plus d'argent en tout cas pour scaler, pour faire une publicité, t'as plus d'argent pour en tout cas pour développer un autre projet. Et là, tu te dis, là, c'est fini. Comment j'ai fait, c'est que en fait, quand t'es dos au mur, tu regorges d'ingéniosité et tu vas trouver des astuces pour pouvoir le faire. Et en fait, à chaque fois, c'est ce que je dis, tu vois. J'ai eu cette chance d'avoir galéré, de pas avoir eu un seul euro pour pouvoir vivre. Parce que, en fait, à partir du moment où t'as plus rien, en fait, t'as plus peur de rien. Tu dis, en fait, au pire, ça va être comme ce moment-là. Et je suis pas mort, en fait, de ce moment-là, tu vois. Et donc, c'est dans la difficulté que tu trouves ces ressources-là. La deuxième peur, en fait, c'est en étant parent. Enfin, quand j'ai été père et qu'on m'a dit, en fait, faudrait donner un bain à Gabriel. Enfin, le petit, mon bébé, il était tout petit. Et je dis, sa mère, ma femme qui a accouché. Et puis, en tout cas, à l'hôpital, on montre au père à le faire. Et donc, tu dis, comment je vais y arriver? Donc, du coup, t'as peur. Tu dis, si je le fais tomber, il est tellement fragile. Et en fait, quand tu passes ça te donne une confiance pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est des astuces. En fait, c'est apprendre. Voilà, c'est ça. En fait, c'est que j'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. J'ai été demander de l'aide. Je me suis renseigné. Je me suis formé. C'est tout ceci qui a fait ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir réussir, pour pouvoir être un bon entrepreneur, pour pouvoir être un bon papa, enfin, peu importe, pour pouvoir réussir un projet, c'est la confiance qui fait ça. Et aujourd'hui, je suis tellement formé pour avoir une confiance. Et c'est ce que je transmets aujourd'hui aux personnes. C'est la confiance qui a fait que je réussis et que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Super. Qu'est-ce que la réussite pour toi? La réussite pour moi, c'est ce que je vis actuellement. C'est de me lever, de passer du temps avec mon fils si j'ai envie. Si aujourd'hui j'ai pas envie de travailler, je travaille pas. En me disant qu'à la fin du mois, ça va, j'ai mes charges, c'est ok, y a pas de problème. C'est aussi d'ouvrir mon frigo et de dire qu'en fait c'est avec ma tête, c'est moi en fait qui ai réussi à faire ça, tu vois. J'ai pas attendu forcément quelqu'un pour. Bien sûr, après quand je dis ça, c'est pas du tout de l'arrogance. J'ai pas attendu quelqu'un pour me le donner, c'est-à-dire que je me suis battu pour pouvoir le faire. Donc en fait, c'est de dire qu'en fait je suis bien aux besoins de ma famille et je suis pas seul aussi, ma femme le fait aussi, et de dire qu'en fait on n'a pas besoin de demander de l'argent à quelqu'un. On vit bien, on vit à Paris. Et que j'ai du temps. Et c'est surtout ça, en fait. Pour moi, la réussite, c'est avoir du temps. Parce que le temps, c'est ce qu'il y a pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. C'est la ressource la plus rare. Hein. Exactement. Et aussi, cette liberté de pouvoir marcher, tu vois, cette liberté de venir te voir aujourd'hui. Pour moi, c'est une réussite aussi. Yes. Parce que non, mais c'est vrai, parce que je n'aurais pas pu le faire il y a quelques années. Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait lever du lit le matin? J'ai 2 choses maintenant en fait. Avant c'était ma passion parce que je suis hyper passionné. En fait, j'adore créer des projets, j'adore aider les gens sur leurs projets et je trouve hyper intéressant et c'est pour ça que je suis entrepreneur, et que j'ai 3 entreprises. C'est que j'aime créer. Donc en fait, c'est cette passion de pouvoir aider les personnes, tu vois, c'est cette passion et ce qui me drive après, c'est de l'ego, je pense, c'est de dire en fait que quelqu'un m'envoie un mail en disant j'ai utilisé tes clés, j'y suis arrivé et merci pour ça. Ça me drive. Et la deuxième chose, en fait, c'est mon fils, c'est de voir que je suis un exemple pour lui. Quand je le vois, je me lève tous les matins, je te dis c'est marrant quand je te vois aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première journée. En fait, on a décidé qu'il va dormir dans sa chambre. Et là, il a fait sa sieste dans sa chambre. Au début, j'avais hâte qu'il dorme dans sa chambre et tout. J'avais vu un pincement au cœur, j'étais trop triste. Départ, quoi. Ah ouais, j'étais triste. Je dis ça y est, mon bébé, il a plus besoin de moi, il va dormir seul dans sa chambre. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est mon fils et je me lève tous les matins et en fait, c'est me dire, je vais aller au maximum de mon potentiel pour lui, tu vois, et ne pas aujourd'hui ne pas me dire ok c'est bon, t'as réussi à faire ça. Non, c'est trouver d'autres challenges pour lui dire, écoute, tu vois, papa, il a fait ça, faut que tu fasses encore 2 fois plus que papa, et papa, il a fait plus que son papa, etc. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est mon père. C'est mon père et ma mère. C'est que c'est leur réalité, c'est pas ta réalité. Et c'est ça en fait. Et c'est ce que je me dis dans tout, que ça soit au niveau de la santé, au niveau des études, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau du salariat. Quand j'étais salarié, c'est qu'en fait c'est leur réalité. Quand on te dit que tu vas pas y arriver, si tu vas y arriver en fait, ça c'est parce que eux ils pensent que tu vas pas y arriver. Quand on te dit que t'es noir, tu vas pas y arriver, bien sûr tu vas y arriver parce que tu vas te battre beaucoup plus que les autres, c'est vrai. Mais à la fin, voilà, c'est ça qui va être cool, tu vois. Et c'est ce que je dis aux gens aujourd'hui, c'est que
on s'en fout de, c'est pas être millionnaire le problème, c'est l'expérience à la fin, c'est l'expérience que t'as passée, c'est comment tu t'es dépassé pour pouvoir le faire. Si tu arrives, c'est ok. Ouais. Si t'arrives pas, au moins t'as essayé. C'est le process. Puis l'exigence, enfin l'action, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, c'est l'action. Ouais. Faut le faire. Ouais. Pendant que tu réfléchis à être perfectionniste, il y a d'autres qui ont fait beaucoup plus que toi, tu dis, c'était mon idée. Ouais, mais t'as pas attendu l'autre. L'exécution, exactement. C'est la clé. Ouais, c'est ça. Complètement. Est-ce que t'as un livre que tu peux recommander? J'en ai plusieurs, et tu sais quoi, j'ai envie de te faire un cadeau, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Pour les personnes qui précommandent le livre, en fait, avant le 24, je leur offrais ce cadeau-là. Okay. Et pour la communauté de Gatémery, en fait, si ils m'envoient un mail, excuse au pluriel @stevehk.com en me disant en fait on a écouté le podcast, ça nous a parlé, ou ils m'envoient un message sur Instagram sur Steve.Ponou, je vais leur offrir en fait c'est mon manuel. En fait j'ai créé un manuel où t'as mes podcasts, t'as mes livres, t'as les outils que j'utilise en tant qu'entrepreneur pour scaler, t'as les organismes que j'utilise pour pouvoir. Je suis trop chanceuse. Oui, tu sais, c'est les organismes. Au début, moi, j'ai mis mes fonds propres pour pouvoir lancer ma boîte. J'ai toujours financé ma boîte avec mes fonds propres, tu vois. Et en fait, avec le temps, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, quel organisme utiliser, quel contact utiliser. Mais voilà, en fait, j'ai toutes ces ressources-là dans ce manuel, je vais leur offrir ça. On est gâtés, hein. Exactement. Mais il faut commander le livre et m'envoyer un mail et t'envoyer le mail et on le fait. Très bien. J'en parle. Voilà, mais sinon, enfin, j'en ai deux qui m'ont beaucoup impacté. C'est Launch de Jeff Walker. Ok, je connais pas celui-là. Il est en anglais, mais je crois que maintenant ils ont traduit en français, mais ça s'appelle Launch. Et le deuxième, c'est, je vais pas être original en parlant du deuxième, c'est La semaine de 4 heures. Ouais, de Tim Ferriss. Ouais. Productivité. Et donc Launch, ça parle de quoi? Launch, en fait, ça parle de comment s'organiser pour pouvoir faire un lancement. Ouais, pour faire un lancement. Voilà, exact, pour pouvoir faire un lancement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, c'est comment tu crées des mails. T'as les séries de mails qui sont hyper importantes pour pouvoir créer une communauté, tu vois, pour pouvoir. Ce que je dis aujourd'hui, je suis ambassadeur Instagram, et c'est pas du tout contre Instagram que je dis ça. Hein. Oui. Si aujourd'hui Instagram s'arrête. Moi, j'ai une communauté à côté, donc du coup, dont j'ai la liste d'emails à qui je donne des tips chaque semaine, en fait, dans ma newsletter. D'accord. Et en fait, donc du coup, en fait, Launch, ce livre-là m'a appris à créer cette communauté, à pouvoir récupérer des adresses emails, et à pouvoir utiliser des séquences de mails pour pouvoir leur donner de la valeur, et donc du coup, pour pouvoir lancer mes produits. Et en fait, dans cette base de données que j'ai, je partage des tips, des astuces avec eux. Et en fait, c'est ma communauté. Dans ma communauté, c'est les gens vraiment les plus fidèles de ma communauté. Voilà. Et tu vois, et typiquement, quand je voulais lancer le livre, j'ai écrit le dernier chapitre avec eux, en disant, en fait, dans le dernier chapitre, je parlais d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme réponse? Et donc, du coup, j'ai pris toutes leurs questions et j'ai répondu à ces questions. J'en ai fait un chapitre, par exemple. D'accord, super. Et du coup, Tim Ferriss, une semaine de 4 heures, sûrement pour mieux t'organiser. Exactement. Et pour être plus productif, on va dire. Pour être plus productif. Après, ça serait plutôt ça. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Un mot de la fin pour les auditeurs, un conseil? Je dis plein de choses, hein, c'est super. Voilà, c'est un mot de la fin. C'est gentil. Écoute, le mot de la fin que j'aimerais dire, c'est la vie, c'est 100 ans. À la fin de votre vie, quel est le message que vous voulez laisser? Donc, je dis toujours aux gens quand je les coach, c'est que est-ce que tu as envie d'être cette personne qui a passé son temps à faire des choses chronophages et à la fin de la vie, on se souvient pas de toi, tu pars et c'est ok, on te remplace par quelque chose ou quelqu'un, on peut remplacer par des machines aujourd'hui, ou est-ce que tu as envie d'être cette personne qui veut faire bouger les choses, qui veut aider des personnes? Je pense qu'en fait, on est né pour aider. On est né parce qu'on a chacun une passion, on est né parce qu'on a une mission de vie et donc du coup en fait il faut et quand je dis ça, je dis pas que dans l'entrepreneuriat, même si moi j'aime beaucoup les entrepreneurs à se lancer. Et après moi l'entrepreneuriat, je le prends comme le fait aussi d'entreprendre sa vie. Exactement, c'est ça, exactement. Donc c'est quel message t'aimerais laisser demain, enfin quel message tu veux laisser à tes enfants? Et quand je dis aux gens ok, si t'as pas d'enfants, est-ce que t'aimerais que tes parents ils soient fiers de toi, que ta femme, ton mari, enfin peu importe en fait, quel message t'aimerais laisser? Donc à ce moment-là, le message que je veux dire c'est bats-toi pour honorer ta vie parce qu'en fait avoir une vie où t'as fait tout comme tout le monde, où tu t'es pas épanoui, où tu le dimanche t'es dégoûté de reprendre le lendemain, c'est pas une vie. Et moi je dis toujours, ma dernière story encore hier, c'est moi le dimanche je suis content encore d'être à lundi et tous les jours je suis content parce que l'aventure elle continue. Ouais. Que chaque jour est une opportunité de se lancer et de réussir.
Ouais, bah écoute, merci de partager tout ça. Et si les auditeurs veulent te suivre ou te joindre sur les réseaux sociaux, je pense Instagram. Exactement. Donc le principal canal c'est Instagram, steves.ponon, steves.ponon. Je mettrai les liens. Après je suis sur Facebook, c'est pareil, c'est steves.ponon. Sinon pour trouver c'est en finir avec les excuses. Voilà, n'hésitez pas. S'ils veulent me joindre, c'est sur Instagram. C'est sur Instagram. Et voilà, il y a mon email sur Instagram. De toute façon, je donnerai tous les liens. Voilà, ou sur mon site steves.ponon.com. N'hésitez pas à lui écrire. Exactement. J'adore lire les messages et savoir ce que les gens pensent de ce qu'on a échangé. Bah, merci beaucoup de ton temps. Edgar, merci beaucoup à toi. Merci, c'était vraiment chouette et tu t'es vraiment livré de manière transparente et généreuse, donc merci. Écoute, merci à toi, j'ai passé un bon moment. Écoute, et merci pour tes questions. Super, à bientôt. À bientôt. Ciao. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? N'hésitez pas à me donner votre feedback en m'écrivant sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, avec le pseudo @gatemery, ou bien sur le site internet www.gatemery.com. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter que je vais lancer prochainement. Dernière chose très très importante pour moi et un peu pénible pour vous, c'est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi c'est important ? C'est que plus j'aurai de notes, plus le podcast pourra être découvert facilement par d'autres personnes. Ou sinon, juste partagez le podcast aux réseaux sociaux, partout, partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.